Porto Rico, l'île des Caraïbes, qui détient un PIB de 117 milliards de dollars, est connue pour ses paysages paradisiaques, sa culture latine vibrante et sa position politique complexe en tant que territoire non incorporé des États-Unis depuis plus d'un siècle. Bien qu'elle soit un État libre associé avec une autonomie pour formuler sa propre constitution et gérer ses lois locales, Porto Rico ne participe pas aux décisions politiques des États-Unis, et ses 3,2 millions d'habitants n'ont pas le droit de vote aux élections présidentielles, ayant une représentation très limitée au Congrès, malgré leur contribution aux impôts fédéraux. Ainsi, pendant des décennies, un ressentiment face au statu quo maintenu par l'île a émergé, alimentant les débats sur l'identité et l'avenir des Portoricains, avec des positions favorables à son indépendance comme à son incorporation complète en tant qu'État américain. Cependant, Porto Rico fait face à de nombreux obstacles pour atteindre l'une ou l'autre de ces alternatives, en raison de divergences internes sur l'avenir idéal pour l'île et des hésitations des États-Unis à l'intégrer officiellement. Dans cette vidéo, nous allons comprendre pourquoi les États-Unis refusent de faire de Porto Rico un État et quels défis potentiels peuvent être associés à cette situation. Pour comprendre la condition actuelle de Porto Rico, il est essentiel d'explorer les facteurs historiques et politiques qui peuvent expliquer les motivations des États-Unis à ne pas officialiser Porto Rico comme un État. Il est nécessaire de remonter à 1508, lorsque la colonisation espagnole à Porto Rico a commencé, établissant un gouvernement sur l'île, qui a été nommé San Juan Bautista. Comme dans d'autres colonies des Caraïbes, comme Cuba et Haïti, les colonisateurs ont mis en place le système de l'encomienda, répartissant les terres pour la production agricole et l'extraction de l'or. Les Taínos, population indigène de l'île, ont été contraints de travailler dans des conditions brutales, étant décimés par ces conditions et les maladies apportées par les Européens, comme la variole, entraînant l'extinction de jusqu'à 90% de cette population en moins de 3 décennies. À partir du milieu du XVIe siècle, avec l'augmentation des menaces d'autres empires européens, l'Espagne a reconnu l'importance stratégique de Porto Rico comme point de défense et route commerciale dans les Caraïbes. Des forts militaires ont été construits pour protéger l'île des menaces des envahisseurs néerlandais, français et britanniques, faisant de Porto Rico un point crucial pour les routes de transport espagnoles entre les Amériques et l'Europe. Au XIXe siècle, le désir d'une plus grande autonomie et même de l'indépendance a commencé à croître sur l'île. En 1808, lorsque Napoléon Bonaparte a envahi l'Espagne et renversé la monarchie, de nombreuses colonies espagnoles, y compris Porto Rico, ont remis en question leurs liens avec l'Espagne. Porto Rico, cependant, a décidé de rester fidèle à la métropole, qui a ensuite récompensé l'île avec des concessions politiques et commerciales limitées. Avec le temps, toutefois, l'insatisfaction face au gouvernement espagnol, les siècles d'esclavage et le manque de représentation ont grandi, poussant Porto Rico à lutter pour son autonomie. En 1887, les mouvements locaux ont fait pression pour des réformes, aboutissant à la création d'un parlement local en 1897, une étape vers l'indépendance. Cette indépendance, cependant, n'a jamais été atteinte par l'île, car en 1898 a eu lieu la guerre hispano-américaine, suite à une série d'événements qui ont impliqué les États-Unis dans les conflits d'indépendance dans les colonies espagnoles des Caraïbes, après le naufrage du navire de guerre américain USS Maine dans le port de La Havane, à Cuba, en 1898. Cette situation a déclenché une guerre directe entre l'Espagne et les États-Unis en avril de cette année, forçant une reddition espagnole en l'espace de 8 mois de conflit, marquant également la fin de l'Empire espagnol de 400 ans dans les Caraïbes, après que l'Espagne a cédé aux Américains des territoires comme Cuba, Porto Rico et les Philippines. Cependant, tandis que des régions comme Cuba ont obtenu l'indépendance après la défaite espagnole, Porto Rico et les Philippines sont devenus des territoires américains. La présence des Nord-Américains à Porto Rico reflétait initialement une stratégie expansionniste motivée par des intérêts militaires et économiques. La localisation de l'île dans les Caraïbes était cruciale pour les États-Unis, offrant un point stratégique pour contrôler les routes commerciales et maintenir une position de force proche du canal de Panama, dont la construction a été achevée en 1914. La possession de Porto Rico offrait une protection contre les influences européennes dans les Caraïbes, ainsi qu'un poste avancé pour protéger les routes commerciales croissantes des États-Unis en Amérique latine et entre les océans Atlantique et Pacifique. Ainsi, la question se pose, pourquoi Porto Rico n'est-il pas devenu un État des États-Unis? Premièrement, il convient de mentionner que l'administration portoricaine est restée centralisée à Washington.
contrôlant les lois et le gouvernement de l'île, jusqu'à l'établissement d'une nouvelle administration au début du XXe siècle, avec la création de la loi Foraker en 1900. Cette loi a permis d'instituer un gouvernement civil à Porto Rico, où la gouvernance était partiellement autonome, mais fortement influencée par les Américains. Pendant la Première Guerre mondiale, avec l'implication des États-Unis dans le conflit, les forces armées américaines avaient besoin de main-d'œuvre. Le Congrès a approuvé la loi Jones-Shafroth en 1917, accordant la citoyenneté américaine aux Portoricains. Cette mesure législative a ouvert la voie à la formalisation du statut politique de Porto Rico en tant qu'État libre, associé en 1952, avec une constitution propre et une autonomie politique limitée, conférant un statut d'autonomie restreinte. Cette configuration politique continue d'être intensément débattue, car les Portoricains ont une représentation limitée au Congrès et n'ont toujours pas de participation aux élections présidentielles des États-Unis, bien qu'ils remplissent dans certaines obligations fiscales. Avec cela à l'esprit, l'octroi de la citoyenneté américaine et les avantages qui en découlent, comme le droit de circulation sans restriction, ont naturellement entraîné une grande migration portoricaine vers les États-Unis entre la fin des années 40 et le début des années 60. Environ un demi-million de Portoricains ont déménagé aux États-Unis à la recherche de meilleures conditions de vie, principalement dans des villes comme New York, Chicago et Philadelphie. Ce flux migratoire a été intensifié par la situation économique de Porto Rico, marquée par une infrastructure industrielle limitée et des niveaux élevés de pauvreté qui ont entraîné une main-d'œuvre peu qualifiée et des difficultés économiques. Par conséquent, une partie des communautés portoricaines aux États-Unis souffrent de discrimination et de marginalisation constante, que ce soit sur le marché du travail, dans le secteur du logement ou dans les écoles, limitant l'accès à des emplois bien rémunérés et forçant beaucoup à vivre dans des quartiers pauvres et ségrégés aux États-Unis. Ces problèmes ont accentué le dilemme politique autour de l'idée de faire de Porto Rico un État américain, la population portoricaine elle-même étant divisée sur cette possibilité. Ainsi, au cours des dernières décennies, les référendums ont montré un soutien variable au statut d'État, à une autonomie accrue en tant qu'État libre associé ou même à l'indépendance. En 2020, par exemple, un référendum sur le statut de Porto Rico a été organisé, où 52% des votants se sont prononcés en faveur de son intégration comme État américain. Cependant, comme le pouvoir de conférer le statut d'État appartient au Congrès des États-Unis, le territoire n'a pas été intégré. En effet, bien que les deux partis politiques soutiennent l'autodétermination de Porto Rico, il existe une crainte, en particulier du côté du Parti républicain, que l'inclusion de Porto Rico comme État modifie l'équilibre des pouvoirs au Congrès américain en augmentant la représentation des voix hispaniques et latines. Cela alimente le débat politique aux États-Unis, avec la perception que cet État pourrait influencer la balance politique du pays, notamment en faveur du Parti démocrate, qui hérite historiquement des votes des populations latines. À l'heure actuelle, Porto Rico bénéficie d'une certaine autonomie, notamment des exemptions de certaines lois fédérales, mais dans une moindre mesure que les autres États de la Fédération. En plus de la citoyenneté américaine, Porto Rico reçoit des financements pour des programmes d'assistance sociale et de santé, y compris des services liés à Medicaid, le programme de santé américain, et à la sécurité sociale, ainsi qu'une exemption de l'impôt fédéral sur le revenu pour les résidents de l'île. Le 5 novembre 2024, un nouveau référendum a été organisé où 57% ont voté en faveur de devenir un État 30 et 1% pour l'indépendance et 12% ont opté pour l'indépendance avec une association libre. Il est important de noter que cette dernière option diffère du statut actuel de Porto Rico, qui est un territoire avec le statut d'État libre, associé mais sous contrôle souverain des États-Unis. Les États libres associés, comme la Micronésie, Palau et les îles Marshall, ont des accords spéciaux de souveraineté avec les États-Unis appelés Compacts of Free Association. Ces accords, établis à partir de 1986, garantissent une indépendance totale permettant à ces pays d'être souverains en termes de politique intérieure et extérieure, avec le droit d'établir des relations diplomatiques et de participer pleinement à des organisations internationales comme l'ONU. En échange, les Américains offrent une protection militaire, une assistance financière et l'accès à certains programmes fédéraux. Les habitants de ces États peuvent vivre, étudier et travailler aux États-Unis sans visa, bien qu'ils ne disposent pas de la citoyenneté américaine. Le résultat de ce dernier référendum reflète la division de l'opinion publique concernant le contrôle de Porto Rico par les Américains.
En effet, dans un scénario hypothétique d'indépendance, la région perdrait bon nombre des incitations fournies par Washington, y compris des lois qui offrent des avantages fiscaux significatifs aux entreprises d'exportation de services. Cela rend Porto Rico particulièrement attractif pour les entreprises américaines cherchant un allègement fiscal, notamment des entreprises technologiques comme Microsoft, Amazon et Google, qui y opèrent localement. Cela pourrait représenter un coût supplémentaire pour le gouvernement des États-Unis, en grande partie à cause des défis économiques auxquels Porto Rico est confronté, tels qu'un taux de pauvreté élevé qui touche 40% de la population et une dette publique importante. Ces facteurs sont une source de préoccupation fréquente pour de nombreux Américains et Portoricains qui pèsent le pour et le contre d'un changement de statut politique pour Porto Rico. On peut également ajouter à cette problématique le fait que Porto Rico possède une identité culturelle propre avec l'espagnol comme langue principale et un héritage culturel façonné au cours de 4 siècles. Par conséquent, certains craignent qu'en devenant un État, cette identité puisse être progressivement mise de côté et remplacée par l'identité américaine avec des politiques fédérales qui pourraient ne pas refléter adéquatement leurs besoins culturels. Ainsi, depuis près d'un siècle, Porto Rico demeure dans une sorte de vide politique en tant qu'État libre associé. Cela implique directement certains avantages et contradictions qui influencent l'opinion publique de la population portoricaine quant à la soumission de l'île et de son peuple depuis plus de 500 ans sous domination étrangère. En conclusion, de nombreux facteurs empêchent l'annexion de Porto Rico en tant qu'État américain, y compris l'indécision de sa propre population. Il est donc important que Porto Rico parvienne à un consensus sur le chemin à suivre en choisissant l'option la plus bénéfique pour son peuple. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Si possible, commentez ci-dessous le prochain sujet que vous souhaitez voir sur la chaîne. De plus, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez le contenu avec vos amis. Merci encore pour votre audience et à la prochaine vidéo.